Monsieur El Hadj Kassé. Voilà. Je suis à l'antenne. Chérif, merci pour toutes ces informations. Dans cette principale édition d'information, je me permets de me répéter. Nous poursuivons Soir d'info, deuxième partie. Je vous le disais à l'entame, nous allons parler de l'initiative Penser Agir. C'est une initiative qui se penche sur les questions locales, mais aussi sous-régionales, voire même continentales. Alors nous avons pour ces besoins sur ce plateau le ministre conseil El Hadj Hamidou Kassé. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Papis. Alors pourquoi initiative Penser Agir? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'action ou il nous en faut un peu plus? Non, il y a suffisamment d'action, il y a suffisamment de pensée. Nous avons simplement estimé qu'il fallait trouver un nom qui lie les deux. Penser, agir. En d'autres termes, en politique, c'est souvent la parole qui prime, y compris sur l'écrit. Parce que nous sommes en train d'agir sur une réalité que nous pensons en même temps et qui fait qu'il n'y a pas toujours de recul entre la fonction de pensée et le mode, ce qu'on peut appeler le mode opératoire de l'action. Et qui fait donc qu'il fallait voir comment concilier les deux, premièrement. Deuxièmement, nous avons pensé que jusqu'au début des années 80, les intellectuels de façon générale, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient dans le domaine de la production artistique, qu'ils soient même des journalistes ou bien des opérateurs économiques, mais qui ont une certaine posture intellectuelle. Ce qu'on appelle l'élite peut-être. L'élite, bon, c'est un peu différent. Mais disons oui, pour aller très vite et emprunter des raccourcis, on a estimé qu'à partir jusqu'au début des années 80, il y avait entre ces catégories de citoyens et la société 3 connecteurs au moins, c'est-à-dire ce qui les lie à la société. Il y avait le connecteur politique, on peut prendre des militants comme des politiques comme Senghor, Mamadou Dia, avant eux, bon, il y avait bien d'autres comme les Lamine Senghor, etc. Ensuite, les Cheikh Anta Diop, les Mahmoud Diop, les Abdoulaye Wade, etc., qui étaient des intellectuels engagés, sans compter d'autres d'une autre génération comme les militants révolutionnaires des extrêmes gauches sénégalaises qui étaient très actifs sur le champ politique, comme les Landing, Savané, les Abdoulaye Bathily, etc., etc. Il y avait d'autres qui étaient connectés par le syndicalisme. Iba Der Thiam, qui a été militant politique, mais connu plus comme syndicaliste, comme les Madia Diop, comme les Ibrahima Sarr, etc. Il y a également un connecteur associatif. C'est tout le mouvement autour de présence africaine, comme les Alioune Diop, plus tard d'autres intellectuels qui étaient très actifs dans les mouvements culturels, les dynamiques de réflexion, etc. Qu'on pourrait peut-être placer dans la loge de la société civile, peut-être. Vous savez, moi je suis philosophe, donc les mots, je fais très attention. Si vous voulez, on peut discuter de la société civile, entre guillemets, de ma compréhension de ça. Mais disons que toutes ces 3 catégories d'intellectuels étaient connectés à la société, étaient liés à la société, par donc divers connecteurs. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le début des années 80, on sent comme une sorte de déconnexion. Beaucoup d'universitaires se sont repliés
dans les amphithéâtres. Une déconnexion de circonstances ou circonstanciée? Bon, ce serait très long de revenir sur l'analyse de Mais en résumé, cette déconnexion. Qu'est-ce qui justifierait cette déconnexion? En résumé, c'est d'abord un constat. Mais ce constat peut s'expliquer, par le fait que, à partir du début des années 80, nous n'avions plus fondamentalement ce qu'on peut appeler les grands récits. Les grands récits, c'est-à-dire les grandes batailles politiques et idéologiques entre deux courants qui avaient cassé l'histoire en deux. Les communistes et les tenants du camp capitaliste. Vous savez, dès le début des années 80, avant même la chute du mur de Berlin, ce clivage-là avait commencé à s'émousser. Or, il n'y avait pas de force politique véritablement significative pour aiguiser ce qui s'était émoussé, c'est-à-dire ce qui avait perdu de sa vitalité, la contradiction qui avait perdu de sa vitalité. Il n'y avait pas de force politique véritablement significative à l'échelle mondiale pour redonner du souffle à cette contradiction-là. Or, c'est le penseur russe Lénine lui-même qui disait que le fond de la dialectique, qui est la boussole un peu des révolutionnaires, c'est déguiser la différence émoussée du divers, la simple multiplicité des représentations, pour en faire une différence essentielle, une contradiction. Car c'est seulement à la pointe de la contradiction que les diversités deviennent mobiles et vivantes les unes par rapport aux autres et acquièrent cette pulsation négative qui est la source de l'automouvement et de la vie. Ça, c'est un peu très hegelien, mais disons que c'est ça. Et donc, l'affaiblissement ou l'affaissement ou le fait que cette contradiction se soit émoussée a fait perdre effectivement sa vitalité aux grandes batailles politiques et idéologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire de façon très pratique, de façon vraiment sûre, qu'on a dépassé la problématique des idéologies, on est dans un autre temps, les réalités ont fondamentalement changé, c'est juste aux oubliettes, parce qu'elles n'ont plus d'incidence et d'influence sur la vie des Voilà, c'est justement cette conception de la fin des idéologies, comme certains l'ont théorisé, qu'on a noté un retour en force des théories et des conceptions politiques néolibérales, n'est-ce pas, qui ont fini avec le consensus de Washington, avec un peu la libéralisation à l'échelle mondiale, qui ont fini par effectivement reléguer au second plan tout ce qui est lutte idéologique, etc. Mais bref, toujours est-il que chez nous, comme un peu partout ailleurs, cette baisse d'intensité de la contradiction entre capitalisme, communisme, etc., a émoussé également ou a un tout petit peu fait en sorte que les intellectuels étaient un tout petit peu en retrait. Mais l'autre aspect aussi, c'est que nous avons assisté à la précarisation des classes moyennes, parce que certains engagements découlent souvent du fait que vous êtes à l'aise. Quelqu'un comme Karl Marx était issu de la bourgeoisie, Engels était issu de la bourgeoisie, Lénine idem. En général, tous ces gens-là étaient issus de classes très aisées, mais faisaient ce qu'on appelle, ou ce que je crois c'est Amilcar Cabral appelle le suicide de classe. Ils quittent leur classe pour aller vers la classe prolétaire qui est censée détenir par essence l'arme pour la libération de l'humanité. Pas de sa propre libération, mais de la libération de l'humanité. Elle ne sait jamais... Donc l'un dans l'autre, cette précarisation ont également, à mon avis, beaucoup agi sur le fait que la contradiction se soit émoussée, qu'il y ait une baisse d'intensité. Alors, avec des conséquences que nous savons aujourd'hui, pour revenir un peu
au pragmatisme qui nous convoque aujourd'hui par rapport à cette émission. Initiative Penser Agir, vous pensez que c'est une démarche qui peut ressusciter justement ce qui semble être une nostalgie pour certains qui pensent aujourd'hui que cette idéologie, ces supports peuvent encore traîner, accompagner le monde. Nous n'avons, vous savez, l'initiative Penser Agir, c'est des gens de divers horizons, n'est-ce pas, idéologiques, politiques, religieux, etc. Donc c'est vraiment une diversité d'acteurs. Vous y trouverez des militants politiques, vous y trouverez des opérateurs économiques, vous y trouverez des gens de la société civile, d'autres qui sont plutôt voilà, dans des organisations, par exemple, ou des dynamiques religieuses. Vous y trouverez des jeunes qui n'ont pas ce genre de vécu au plan politique, idéologique, etc., mais qui pensent qu'il faut s'engager. Alors, et la particularité ici, c'est que justement, il n'y a pas un socle, par exemple, idéologique ou politique qui unit les gens. C'est une diversité qui s'exprime. Ce qui nous unit, c'est une conviction. Les intellectuels, les États, les sociétés civiles, les classes politiques, les syndicats de travailleurs, les organisations patronales et ce que nous appelons les trois grandes traditions de pensée, je peux y revenir si vous voulez, sont obligés d'être dans une dynamique de conversation sur la base d'une nouvelle éthique. Alors, je vais vous couper. Cette nouvelle éthique-là, je termine, c'est de déposer les préjugés, parce que vous ne pouvez pas converser si vous êtes dans le préjugé. C'est de se dire que l'autre peut avoir raison, mais c'est également instaurer un lien de confiance qui fait que nous partageons justement un espace où les lignes peuvent bouger. Parce que ce que nous constatons, c'est que très souvent dans des débats, vous êtes journaliste, vous le savez, vous le vivez certainement tous les jours, vous avez deux invités, chacun vient avec ses éléments de langage et les lignes ne bougent pas. Et chacun repart avec ses propres convictions. Si nous parlons de nouvelle éthique de la conversation, c'est justement le fait qu'on se rencontre, qu'on discute sur la base du respect mutuel, en déposant les préjugés, en nous désencombrant des préconceptions pour justement que je puisse t'écouter, que je puisse t'entendre pour connaître tes arguments, que tu puisses faire de même et que nous constatons que nous avons des accords. Au cas échéant, nous pouvons agir ensemble, ou nous constatons des désaccords, mais nous pouvons toujours relancer le débat. Toujours est-il qu'il y a eu quand même cette écoute-là qui est fondamentale dans ce que nous appelons la nouvelle éthique. On reviendra sur le texte que vous avez proposé, qui résume un peu, en tout cas, le contexte et la direction dans laquelle vous voulez donc, surfer. Dans vos propos, vous avez dit tout à l'heure une nouvelle éthique. Moi, je veux être édifié, une nouvelle éthique. L'éthique est renouvelée, elle est renouvelable. Le principe de l'éthique elle-même, est-ce que ce ne sont pas les gens qui l'appliquent mal, qui ne l'aperçoivent pas, mais l'éthique doit être l'éthique? Oui, quand on dit une nouvelle éthique de la conversation, c'est justement au sens où nous devons apprendre à converser. Mais la véritable conversation, c'est celle qui est basée sur le respect mutuel. C'est dire que mon interlocuteur mérite mon respect, que mon interlocuteur a des idées, et donc que je peux écouter et je dois écouter mon interlocuteur pour savoir ce qu'il dit. Mais très souvent, on ne s'écoute pas. Et si on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. Et si on ne s'entend pas,
on ne peut pas se comprendre. C'est-à-dire, je ne peux même pas comprendre sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois que les gens s'écoutent, au-delà de leur parti, au-delà de leur idéologie, au-delà de leur religion, de leur confrérie, de leur appartenance syndicale et consort, ou bien de leur position, les orthodoxes appelleraient ça les positions de classe, syndicats, organisations patronales, mais au-delà de tout ça, il peut y avoir des idées en partage. Et si nous nous écoutons, nous nous rendons très souvent compte du fait que nous avons plus d'accords que de désaccords. Et donc, si vous voulez, la nouvelle éthique de la conversation, c'est cette capacité d'écoute. Cette capacité d'écoute qui fait que je t'entends, tu m'entends. C'est cette capacité également à formuler ou alors à organiser le débat autour d'arguments, n'est-ce pas, au-delà de nos personnes, pour aboutir, comme je disais, ou à des accords, ou à des désaccords, mais dans tous les cas, on se sera compris. Alors, la dernière relance, avant d'aller dans une autre partie du débat, concernant justement le Mali, ce qui se passe au Mali, est-ce qu'on ne va pas encore tomber dans cette fameuse cette caricature selon laquelle on est encore dans un sillage de théorie? On a suffisamment pensé, on a suffisamment théorisé, et justement, comme par coïncidence, il y a l'action dans cette initiative, agir. Non, je répète encore une fois de plus que nous ne partons pas du fait qu'il y a un déficit de pensée ou un déficit d'action. Encore une fois, nous avions juste pensé qu'il fallait combiner les deux, qu'il fallait fusionner les deux. C'est pourquoi dans le texte que nous avons publié dans le site de l'initiative Penser Agir, nous avons dit penser et agir en un seul mot. Voilà, penser et agir en un seul mot. Et donc c'est juste d'abord trouver un nom qui puisse accrocher tous ceux qui pensent et sont dans l'action, pour montrer que c'est un processus, c'est le même processus qu'on appellerait processus itératif, n'est-ce pas? Et d'une part, d'autre part, amener les intellectuels principalement à une reconnexion avec la société à travers le relais ou le connecteur politique, ou le connecteur syndical, ou le connecteur associatif. Alors, dans le texte, vous avez beaucoup parlé du Mali, le Mali, la sous-région de façon globale. Comment est-ce que vous allez agir justement par rapport à cette préoccupation qui est sous-régionale? Oui. Nous, on n'agit pas. Enfin, on n'agit pas, c'est au sens où... L'offre que vous proposez, justement. Non, justement. Il y a une offre. Encore une fois, c'est une formule. Penser agir en un seul mot, c'est une formule. C'est une manière de dire qu'au cas échéant, si nous sommes d'accord sur des propositions ou des positions, on peut agir ensemble. Donc c'est un nom, hein, comme on pouvait dire, voilà, en Wolof ou en Pulaar ou en Diola ou en français, ensemble, hein, pour l'action, ensemble pour penser et agir, et ainsi de suite. Donc c'est juste un nom, premièrement. Deuxièmement, ce à quoi vous faites référence, c'est la déclaration que nous avons produite à propos du Mali. Et sur ça, comme nous prenons une nouvelle éthique de la conversation, nous avons tenté de dégager 4 positions très fortes dans la déclaration sur le Mali. 1. Nous avons dit qu'il n'y a pas de solution durable sans conversation. C'est-à-dire sans que les frères et sœurs maliens conversent, discutent, dialoguent, se concertent. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, nous avons dit que ce dialogue ou cette conversation doit être inclusive. C'est-à-dire, elle doit concerner toutes les composantes de la nation, tous les acteurs
maliens. Troisièmement, nous avons dit que l'appui à ce processus-là de la CEDEAO et de la communauté internationale est incontournable. Ok? Enfin, nous avons en filigrane dans ce texte-là montré que l'absence de l'unité, de la conversation peut fragiliser dans cette étape très critique davantage le Mali et donner plus de capacité de nuisance aux groupes extrémistes. Voilà, donc c'est des positions très fortes que nous avons dégagées dans cette déclaration publiée hier sur le Mali, en réitérant, n'est-ce pas, ce principe fondamental qui est la base de notre conviction que sans conversation, il ne peut pas y avoir de solution durable. Parce que la conversation permet les regards croisés ou les regards croisés entre les différents acteurs qui viennent dans un espace qu'ils partagent et où on peut co-construire des solutions consensuelles et durables. Malheureusement, on fait signe que nous sommes rattrapés par le temps. Mais sur la CEDEAO, par exemple, vous avez parlé de conversation, d'inclusivité au niveau des Maliens. Et aujourd'hui, on voit l'attitude de la CEDEAO qui critique, qui va aller négocier. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre en avant d'abord la conversation locale des autochtones, ensuite avoir un appui au nom de la CEDEAO? Non, la CEDEAO, c'est l'organisation qui nous réunit tous, moins 15 pays africains. Il est de son devoir de prendre des positions, il est de son devoir d'aider le Mali à aller de l'avant dans l'unité pour faire face à la survie. Parce que c'est une question de survie de la nation malienne et de l'État malien. Et bon, c'est bien heureux de saluer cette disponibilité de la CEDEAO à continuer à appuyer le Mali. Et puis, d'après tout ce qu'on vient de lire, suite au sommet extraordinaire que la CEDEAO a organisé, il faut se féliciter de l'état d'esprit, n'est-ce pas, des dirigeants de la CEDEAO qui ont retenu une proposition du président Sall qui consiste à faire très attention sur les sanctions, à les limiter, à les circonscrire pour justement qu'elles n'aient pas d'impact négatif sur les populations maliennes. Ça a été très bien accueilli à Bamako, d'après justement toutes les informations que nous avons reçues jusqu'ici. Amadou Kassé, on vous remercie. Malheureusement, le temps est extrêmement court. Pierre me met la pression. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous parlions de l'initiative Penser Agir, donc, qui a pris son envol. On lui souhaite bon vent. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur les antennes de la TFM.